Bienvenue dans le podcast de Comme Julien, le journal intime d'un marketeur au service des entrepreneurs. Je m'appelle Julien Carcali et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. On va démarrer dans un instant cet épisode consacré aujourd'hui au digital nomade. J'ai le grand honneur d'interviewer pour cela Gabriel Vaugeois qui est stratège marketing pour sa propre compagnie Gab SEO Marketing Web. Il s'occupe avec son équipe de la création sur mesure de campagnes AdWords, de référencement web, d'optimisation d'apps mobiles et de rédaction de contenu. Il est joignable sur LinkedIn à linkedin.com/in/GabSEO Marketing. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour le contacter sur la description du podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas Gab, une autobiographie s'impose. Tout jeune, il coupait déjà du gazon pour une poignée de dollars de l'heure. Dans ses débuts, il était musicien et organisait des spectacles à Gatineau ou Ottawa. Il a lancé sa première agence web à l'âge de 18 ans. Quelques mois plus tard, il décide pour un temps de devenir salarié. Après 2 ans de bons et loyaux services, on le fout à la porte pour des raisons qui restent encore obscures pour lui. Il se met en tête de partir 1 an sur la route tout en travaillant, mais revient complètement chamboulé par cette aventure. Il trouve un emploi comme stratège SEO dans une deuxième agence, mais l'envie de voyager est trop forte. De là, il lance Gab SEO Marketing Web en 3 semaines, et ça roule depuis. Ils sont maintenant 5 dans son équipe. On l'écoute maintenant. Donc bonjour Gab, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir. On a pas mal discuté sur LinkedIn ensemble, on s'est contacté d'ailleurs par ce biais-là. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse, qui est le nomade digital. Donc tout d'abord, bienvenue. Merci Julien, puis sache que le plaisir est réciproque pour moi aussi. Là, j'avais vraiment hâte de venir sur ton podcast. Ouais, c'est ce que tu me disais juste avant qu'on commence. Là, c'était que tu avais l'air un peu excité de pouvoir faire ce podcast. Je suis très content. D'ailleurs, est-ce que tu en as déjà fait un? Pour être franc, c'est la première fois que je fais un podcast, mais tu sais, étant youtubeur aussi, là, à mes heures là, de soir, là, disons que j'ai l'habitude de parler à des gens sur le web. En fait, je tiens aussi à saluer là, les gens qui nous écoutent. Là. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast de Julien. C'est parfait. Alors, tiens, puisqu'on parle de podcast, dis-moi pourquoi tu as souhaité participer au podcast de 601, à mon podcast que je propose depuis plusieurs semaines déjà. Pour être parfaitement honnête, ce qui a piqué ma curiosité, c'est le premier message que tu m'as envoyé sur LinkedIn pour mettre les gens en contexte. C'est que dernièrement, moi et Julien, on est rentrés en contact grâce à un groupe sur Facebook qui s'appelle Marketing 2018 Québec ou quelque chose comme ça. À brûle pour point, c'est quelque chose comme ça. Puis bref, Julien. C'est exactement ça. Bon. Puis là, Julien, quand Julien est rentré en contact avec moi, dans le fond, quand tu es rentré en contact avec moi, ce qui m'a marqué, c'est la phrase la question que tu m'as demandé, c'est hey, est-ce que c'est toi le gars qui mange des tacos? Exact. Puis à partir de là, je me suis dit, ok, il s'intéressait à mon contenu, il me connaît un peu, fait que là, il voit que effectivement que j'aime les tacos, tout ça. Fait que c'est vraiment ça qui m'a intéressé, vraiment, c'est le fait que tu avais trouvé mon approche drôle. Là, à partir de là, je savais que je voulais travailler avec toi. Là. C'est exactement ça, parce que ton premier sur ce groupe Facebook qui est existant là, qui a été lancé par Benoît Desforges d'ailleurs, qu'on salue, sur ce premier lien que t'as partagé, le titre était alors j'ai plus le titre exact là, mais c'était justement Gabriel Gab SEO mange, je sais plus si c'est mange des tacos ou un truc dans le genre. En fait, le titre c'était comment créer une entreprise entre 2 tacos. C'est ça. Et j'avais adoré l'approche moi, donc c'est pour ça que je t'avais demandé si tu mangeais des tacos. Effectivement, ouais. Mais non, c'était un des premiers articles que j'ai écrit parce que après quelques tests ici puis là, parce que ça fait longtemps que je crée du contenu, j'ai réalisé que ça sert à rien de créer un texte SEO là, un titre SEO qui dit trop qu'est-ce qui va se passer dans le texte. Il faut je vais dire comme ça, il faut une accroche qui attire qui sort un peu du lot puis qui attire la curiosité des gens. C'est un peu ça l'idée. Surtout que c'est littéralement ça qui s'est passé là, dans le fond. Là, j'ai créé ma petite shop de référencement web en l'espace de 3 semaines en mangeant des tacos au Mexique. C'est d'où l'idée. Hein. Je pense que ça a bien, en tout cas moi ça a piqué ma curiosité, ça c'est sûr. Et puis je pense que je suis pas le seul, clairement. Donc en plus t'es quelqu'un de très accessible, donc c'est vraiment agréable de pouvoir parler avec toi. Donc merci pour cette réponse. En tout cas, on va vraiment aborder tout de suite sur le sujet du nomade digital qui nous intéresse aujourd'hui.
Si j'avais une première question à te poser, ça serait celle-ci. Selon toi, qu'est-ce que c'est qu'être nomade digital aujourd'hui? Ben, dans la définition d'un nomade numérique ou digital, là, vraiment, c'est un travailleur autonome qui fait rouler sa bosse à travers le monde. Ultimement, tu n'as pas nécessairement besoin d'être un entrepreneur ou un travailleur autonome. Je veux dire, je connais des nomades qui ont des emplois à temps plein avec une entreprise, mais eux, ils peuvent la faire à distance. Fait que, tu sais, un nomade, dans le fond, bien souvent, c'est un jeune entre les 20 et 30 ans qui va voyager autour du monde puis qui va travailler à partir de différents emplacements. Par exemple, il y a un de mes partenaires d'affaires, Benoît Saint-Laurent, dont je salue d'ailleurs. Lui, en ce moment, il est en Thaïlande. Puis les deux, on travaille ensemble sur des clients et des projets qu'on a à Gatineau, alors que moi, je suis du Mexique. Fait que l'idée vraiment, oui, je dirais que c'est de profiter de la vie, mais c'est en même temps, ouais, c'est vraiment ça, c'est de se promener. Puis parce que je veux dire, les premières fois que j'ai voyagé, je partais dans l'Ouest quand j'étais plus jeune, dans l'Ouest canadien. Je partais avec un bon montant, j'avais travaillé toute l'année. Là, je partais tout l'été aller dans le bois, dans les montagnes, faire du kayak, à voyager, quoi. Ouais. Mais là, je revenais à la fin de l'été pour la rentrée scolaire, puis là, ben, j'étais complètement paumé, j'avais plus d'argent, tout ça, puis je veux dire, le problème derrière ça, c'est parce qu'il y a eu un été en particulier que quand je suis revenu, j'avais rien, là, j'avais pas d'emploi qui s'en venait, j'avais plus d'argent. Puis ma mère m'avait dit dans le temps, laisse-moi penser à ça, il me semble que ça sort une des fables de La Fontaine, c'est ah oui, la cigale ayant chanté tout l'été se retrouva fort dépourvue une fois l'hiver revenu. Puis cette phrase-là m'avait marqué parce que je me disais, bon, ben, si je veux voyager puis découvrir le monde, puis apprendre d'autres choses, il faudrait que je trouve vraiment une façon de joindre carrière et voyage ensemble pour que ça se marie bien, là, que ça fasse, que je fasse une pierre deux coups là, en même temps. Là, parce que moi aussi, le but derrière voyager vraiment, c'est d'aller m'immerger dans d'autres cultures, apprendre de nouvelles langues, apprendre leurs traditions, apprendre à jouer la musique de la place. C'est vraiment ça. Fait que ultimement, oui, il y a le plaisir derrière ça, mais moi, ça va plus loin que ça, là, vraiment. Là, comme là, depuis qu'on est au Mexique, je suis rendu que je parle l'espagnol couramment. Et dans très peu de temps, si tout va bien, puis je continue à faire mes devoirs, je vais pouvoir offrir ça comme service. Bon, ben, tu sais, je peux pouvoir faire la traduction en espagnol, je vais pouvoir faire du marketing en espagnol. Je veux dire, ça fait partie de mes objectifs à long terme. Fait que plus on va voyager, puis plus on va acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences qu'on n'aurait jamais eues si on était resté au Québec. Meilleur exemple que je pourrais donner, c'est au Chili, en 2015, j'ai travaillé pour une auberge jeunesse dans le fin fond du Chili, là, en Patagonie. Et tu sais, j'aurais jamais trouvé cette opportunité-là si j'étais pas allé au Chili. Et là, à partir de là, j'ai fait du référencement web pour l'auberge jeunesse pour la mettre numéro 1 sur Google, puis de là, comme, la remplir à tous les jours, puis que, tu sais, que ce soit plus une question de est-ce qu'on a assez de réservations aujourd'hui, tu sais, et l'entreprise va vraiment bien depuis. D'accord. Donc ça a marché clairement ce que tu as fait. C'est ce qui t'a donné le goût derrière de faire du SEO. Déjà, t'en faisais déjà à l'époque là, mais je suppose que c'est à ce moment-là peut-être que t'as eu un peu un déclenchement de te dire bah tiens, il y a vraiment quelque chose à faire, même du côté hispanophone. Ah oui, surtout du côté hispanophone. À l'heure actuelle, dans le monde latino, je dirais, il y a un boom de l'électronique, il y a un boom du monde numérique, c'est ridicule. Je veux dire, les gens ici commencent, je dis commencent, là, je veux dire, ils sont là, je dis ça à brûle pour point, mais en moyenne, ils sont à peu près 10 ans en arrière, je dirais, sur l'Amérique du Nord. Je veux dire, là, comme juste en ville ici, là, je suis dans le sud du Mexique, là, ils commencent déjà à avoir un peu des petites agences de marketing. Là, les gens commencent à être tous connectés sur le cellulaire, un peu comme au Québec. Ouais. Fait que, le marketing commence vraiment à exploser ici en Amérique latine. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde les statistiques de YouTube, les utilisateurs hispanophones vont très, très bientôt dépasser le nombre d'utilisateurs anglophones sur le réseau. Fait que, éventuellement, moi, je crois d'ici les 5 prochaines années, YouTube va devenir un site web qui est majoritairement utilisé par des latinos, dans le fond. Fait que c'est vraiment intense. Il y a vraiment un potentiel ici qui est à exploiter, mais tout est à construire. Fait que on va voir qu'on travaille là-dessus dans les prochaines années. Puis en même temps, ben, pensez-y, je veux dire, si tout le monde hispanique, incluant l'Espagne, puis les pays latinos en Amérique, ne faisait qu'un seul pays, ce serait le deuxième plus gros pays du monde. Ultimement, il y a vraiment beaucoup de potentiel à faire ici. Puis
il y a beaucoup de potentiel à exploiter. Et ça serait une des premières choses vraiment à voir. Mais tu sais, le monde hispanique, c'en est un. Tu sais, si un jour au Moyen-Orient, ça peut se calmer, mais peut-être qu'il y aurait de l'entrepreneuriat à faire là-bas, là, dans les pays arabes, que ça continue. Je veux dire, le potentiel est immense, là. Dans le fond, dès que le monde numérique, dès que les gens, quelque part, se branchent sur le monde digital, là, ils commencent à avoir quelque chose à faire, surtout pour le tourisme, non? Et est-ce que toi, tu as déjà commencé à créer des liens professionnels là actuellement? Toi, tu es au Mexique là depuis combien de temps, tu m'as dit? Ça doit faire environ 5 mois, là, il faudrait que je regarde, mais je sais que je suis arrivé à la mi-octobre. Là, aujourd'hui, là, on est à la mi-février. Et est-ce que du coup, tu as réussi à commencer à créer des liens avec des entrepreneurs de là-bas et des gens avec qui tu pourrais bosser à l'avenir? Pour être parfaitement honnête, non. Simplement par, peut-être, je dirais par manque d'investissement, mais aussi par, c'est vraiment, ça a été un peu la barrière de la langue. Ouais, parce que là, ouais, c'est ça. Parce que là, en ce moment, oui, mon espagnol est vraiment bon, mais ça m'a pris 5 mois de me rendre jusque-là. Puis c'est à noter aussi que j'ai déjà eu des mandats au Mexique. La première fois que j'étais venu, parce que je suis déjà venu au Mexique il y a environ 1 an et demi. Puis dans ce temps-là, j'avais travaillé pour une agence de tourisme à Playa del Carmen, à côté de Cancun. Mais vraiment, j'avais vraiment eu un coup de chance cette fois-là parce que les propriétaires parlaient anglais puis ils cherchaient des anglophones, tu sais, étant québécois puis parfaitement bilingue, mais ça n'a pas été vraiment compliqué d'arriver d'avoir le mandat, je veux dire. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça. Une fois que je suis revenu au Mexique, ça a vraiment été la barrière de la langue qui a fait en sorte que je n'ai pas pu nécessairement m'investir avec des entrepreneurs du coin pour la simple raison que, tu sais, il y a une différence en dire hola, como está, que se pointer puis commencer à parler de design web et de stratégie. J'imagine. Ouais, c'est un autre niveau, là. Les deux. Puis c'est ça. Puis surtout, tu sais, en français, tu me connais, là, on reprend bien souvent les mêmes termes qu'en anglais. On va pas les réinventer ou tu sais, ça dépend. Là, des fois oui, des fois non, mais vraiment en Amérique latine, ils réinventent les mots là, parfois. Là, puis il faut vraiment que tu saches que c'est ça qui est ça. Là, fait que, encore là, moi, je pense que j'aurais beaucoup de chemin à faire pour me rendre à un point où j'ai un espagnol professionnel pour faire les affaires. Et est-ce que actuellement, donc, enfin non, plutôt pour quelles raisons tu es parti au Mexique? Est-ce que c'est réellement juste pour le Mexique, pour la langue? Est-ce que ça peut être pour le dire, c'est une opportunité de pouvoir aussi économiser de l'argent parce que le coût de la vie est moins cher. Je sais que tu as fait une vidéo il y a peu de temps là justement sur comment combien je peux avec $10 combien de bouffe j'ai versus combien je dois dépenser au Québec pour la même somme. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est vraiment c'est une question d'argent aussi, ou est-ce que c'est vraiment le pur et dur nomade digital qui aime découvrir ce qui se passe ailleurs? Ah, c'est le pur et dur nomade digital qui aime découvrir ce qui se passe ailleurs. C'est sûr que d'un point de vue économique, c'est plus intéressant de venir travailler au Mexique. En fait, même je pense que c'est vraiment dû au fait que j'étais au Mexique que j'ai pu vraiment bien me partir en affaires parce que là, tu sais, mon argent partait moins vite d'une façon. Mais tu sais, ultimement, dans mon parcours cette année, j'ai traversé le Canada à partir de l'ouest du Québec, dans les coins de Gatineau. Je suis parti jusqu'à Vancouver. Là, j'ai traversé aux États-Unis pour descendre toute la côte ouest, pour après ça descendre aussi la côte ouest mexicaine. J'ai traversé le Mexique pour me rendre jusqu'ici, là, dans la région de Chiapas, dans le sud. Mais oui, effectivement, c'est sûr que l'idée vraiment là derrière le nomadisme numérique, moi dans ma définition vraiment, c'est de voyager puis de découvrir des cultures, mais c'est clair aussi qu'il y a cet avantage-là justement de pouvoir économiser beaucoup d'argent, je veux dire, à deux, parce que là, on travaille les deux, là, à deux, si on fait, on va dire, juste $2000 de notre mois, au Mexique, ça a été super rentable là, de faire $2000, là, alors qu'au Québec, mais avec un appartement, en moyenne, je dis ça là, avec les prix que je connais de Gatineau, là, avec un appart chauffé, éclairé, avec Internet qui coûte 1200, t'as pas mangé, t'as pas payé de gaz, t'as pas... Je veux dire, il te reste pas grand-chose à la fin du mois. Quoi. Ouais, il te reste pas grand-chose à la fin du mois. Fait que c'est ça qui était intéressant, surtout que là, j'ai l'idée vraiment, c'est que nous, on se loue beaucoup des appartements sur Airbnb. Okay. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on arrive, puis là, on négocie un tarif pour le mois. Pendant ce mois-là, on s'installe, puis on vit notre petite vie tranquille de nomade, où là, on peut vraiment prendre le temps de travailler sur nos choses. Puis c'est sûr que c'est vraiment intéressant de pouvoir économiser beaucoup d'argent parce que je ne sais pas si tu connais le livre le 4 Hour Work Week de Tim Ferriss. Oui.
Tu te souviens, un des concepts qu'il approche dans son livre, c'est le concept des nouveaux riches, des new rich. Ouais. Où là, il fait la comparaison entre deux personnages. On va appeler le premier personnage Roger, puis le deuxième personnage, on va l'appeler donne-moi un nom là. Mathieu. Ouais, ok. Mathieu et Roger. Bon, j'ai Roger qui est avocat à Montréal. Il fait environ 100 000 $ par année. Puis après ça, on a Mathieu qui est un nomade numérique qui fait environ 30 000 $ par année. C'est ça. Mais ultimement, le coût de la vie de Roger va être pas mal plus dispendieux, il va être plus élevé. Il va dépenser beaucoup d'argent pour vivre là-bas. Puis en même temps, en bout de ligne, mais c'est qui vraiment qui va le faire le plus d'argent? Moi, je pense qu'à un certain point, ça va être Mathieu, parce que Mathieu, lui, en vivant à une place comme au Mexique ou peut-être en Thaïlande, parce qu'en parenthèse, en Thaïlande, c'est vraiment pas cher comparé au Mexique. J'ai un chum qui me disait justement que tu peux prendre, tu peux te louer un scooter là-bas pour 5 $ par jour ou un prix comme ça. Ah oui, ça coûte rien, clairement. Oui, ça coûte rien. Fait que là, en bout de ligne, au bout de l'année, tu sais, c'est qui a fait le plus d'argent? Est-ce que c'est Roger, l'avocat à Montréal, qui paye, on va dire, son pain à 10 $ ou c'est Mathieu qui paye son pain à 50 cents? Tu sais, je veux dire, à un certain point, c'est sûr que oui, l'avocat va peut-être quand même faire plus d'argent, mais son coût de la vie, lui, va tellement être plus cher qu'il ne pourra pas nécessairement se sortir je vais le dire comme ça, de cette boîte-là, surtout le fait que la job après ça de l'avocat ne peut pas se transférer ailleurs, il peut pas sortir de Montréal. Il vient d'aller vivre à Paris parce qu'il a toujours voulu vivre à Paris parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont le fantasme parisien, genre, mais il pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que son emploi est là. Alors que Mathieu, lui, s'il est plus capable d'être en Thaïlande, ça tente d'aller au Brésil, apprendre à danser, ben, il prend l'avion puis il va puis il continue là-bas. Ça, c'est un des concepts que je trouve vraiment intéressant là, par rapport au nomadisme. Puis, tu sais, en même temps, je tiens surtout à souligner là, au cas que des agents de Revenu Québec nous écoutent, je suis en norme, je paye mes impôts. Non, mais sérieusement, tu sais, moi, je suis en règle. Là, je veux dire, oui, je travaille de l'étranger, tout ça, mais tu sais, je fais rien en dessous de la table. Là, je déclare tous mes revenus. Tu sais, c'est là que je suis rendu. Là, moi, je fais ça professionnellement là, parce que c'est plate un peu, mais il y a beaucoup de gens qui ont peut-être cette vision-là du nomade qui part avoir du fun puis qui travaille à distance juste pour comme pouvoir se payer ses parties, tout ça. Mais moi, je fais pas la fête ici là, au Mexique. Là, je travaille environ une dizaine d'heures par jour dans mes gros temps, si je peux dire. Tu sais, je me couche tôt. Des fois, on enseigne l'anglais à des Chinois à Hong Kong, puis il faut se lever à comme 4h30 le matin. Je veux dire, tu sais, j'ai pas le temps de niaiser, là. Je sais pas, je pense que j'ai pas mal divagué depuis tantôt, là, mais. Non, mais est-ce que tu parlais du livre de Tim Ferriss, là, de 4 heures par semaine, est-ce qui t'a inspiré justement à faire ce que tu fais aujourd'hui, puis à partir un peu à l'étranger et vivre cette vie digitale? Ben, définitivement, là, écoute, là, Tim Ferriss, un autre des exemples qui sort dans son livre, c'est, on va dire, toi, demain, Julien, là, que tu te fais une crise cardiaque, OK? Ouais, c'est ça. Cardiaque. Bon, là, ton médecin me dit, maintenant, tu peux juste travailler 4 heures par semaine pour faire rouler ton entreprise. Fait que là, la question vraiment, c'est quoi que je peux faire en 4 heures qui est vraiment rentable pour moi? C'est quoi que je peux faire en 4 heures? Puis ça, c'est une très, très bonne question. Je veux dire, on fait tellement de tâches dans une journée, puis dans une semaine, surtout de 40, 60 heures. Je suis sûr qu'à quelque part là-dedans, il y a vraiment des tâches qui servent un peu à rien d'une façon. Fait que là, l'idée, c'est de se concentrer sur ce qui est vraiment productif et de s'assurer de rester productif et non d'être occupé. Moi, honnêtement, un meilleur exemple que je peux donner, dans le temps, je travaillais, là, je vais pas donner de nom, là, je travaillais dans une grande quincaillerie, là, probablement que vous vous doutez laquelle. Puis, tu sais, je travaillais dans la section des saisonniers, tu sais, je vendais des tondeuses, des pelles l'hiver, tout ça. Bref, tout ça pour dire que je travaillais environ une vingtaine d'heures semaine, étant étudiant. Puis là, je me faisais donner toujours une liste de tâches au début de chaque corps de travail. La liste de tâches incluait des trucs du genre, tu sais, mettre les bons prix à telle place, passer le balai ici, ça, aider les clients. Bon, une fois que je finissais la liste de tâches, même s'il me restait 3 heures à faire, mais tu sais, moi, il y avait rien à faire. J'avais fini la liste de tâches, puis quand il y avait des clients qui venaient, ben je m'occupais d'eux. Et le restant du temps, tu sais, c'était plate de cet emploi-là, c'est que je devais m'improviser de nouvelles tâches, voire à refaire ce que j'avais déjà fait pour la simple raison que le patron se pointait puis il disait, ben non, là, je te paye pas à rien faire, blablabla. Non, t'as fini ta liste de tâches, trouve-toi autre chose à faire, sinon, tu sais, comme, c'est tout le temps, il y avait toujours le stress derrière moi, là,
de me trouver quelque chose à faire. Puis tu sais, moi, personnellement, je trouve cette méthode-là ridicule. Je veux dire, s'il y a pour 2 heures de job à faire, ben là, c'est terminé. Le restant du quart de travail, je suis pas payé à rien faire. Je suis quand même là sur place à aider les gens quand il y en a. Tu sais, je veux dire. Ça, c'est une autre affaire. Honnêtement, moi, ce qui m'a vraiment inspiré du 4-Hour Workweek, c'est cette idée-là, dans le fond, de sortir de la mentalité qu'il faut que je fasse 40 heures. Surtout que moi, le 40 heures, tu sais, je sais pas que j'aime pas ça travailler dans un bureau, tout ça, mais ce que je trouve redondant et même dommage, c'est le fait que à chaque semaine, à chaque 2 semaines, je vais toujours faire la même paye. Peu importe si je m'investis en fou dans l'entreprise, ça sert comme strictement à rien finalement. Fait que, vraiment, je vais le dire en bon français, là, ce qui a été un wake-up call pour moi, vraiment, ça a été le fait que je veux plus nécessairement travailler à réaliser le rêve des autres, je veux travailler à réaliser le Ah, c'est ça que j'allais venir. C'est exactement ce que je cherche à faire aussi là. C'est vraiment réaliser mon rêve et pas essayer de réaliser ceux des autres. C'est ça, puis tu sais, je veux dire, voyons donc, comme dans une entreprise, tu sais, je veux pas pointer aucune agence du doigt, mais tu sais, des fois, j'allais demander une augmentation, puis ça, c'est arrivé les 2 fois que j'étais allé en agence, la même chose m'était arrivée, puis là, on me disait, ben moi, je suis pas payé à ça l'heure, c'est le patron qui me dit ça, moi, je suis pas payé ça, 30 pièces de l'heure, non, ben, puis t'as une moto, tu vas faire de la chasse, c'est quoi cette histoire-là, là, moi, je suis ici 40 heures semaine, je m'investis en fou avec les clients, mais tu sais, finalement, ça donne rien, là. Même ton retour sur investissement, il est nul. Mon retour sur investissement, il est nul. Je veux dire, surtout même moi, ce que je trouvais le plus plate quand je travaillais en agence, c'est que je tissais des liens vraiment intéressants avec les clients, à un certain point que, tu sais, il y en a que je contacte encore aujourd'hui parce que j'aime ce qu'ils font, là, simplement. Même pas parce que je veux travailler avec eux, j'aime ce qu'ils font, mais c'est plate, mais là, c'est fini, mon nom est plus là-dessus, genre, après 2 ans de bons loyaux services, mais tu sais, c'est comme si j'avais jamais été là, finalement. Ça, honnêtement, je trouve ça vraiment dommage, tu sais. Finalement, c'est quoi que ça, c'est le mot carrière, tu sais, quand je repense à la carrière en tant que telle, est-ce que je suis mieux de faire ma propre carrière, de creuser dans ma propre roche, tu vois ce que je veux dire, ou d'aller finalement aider la carrière d'un autre pour, tu sais, juste me faire de l'argent à la semaine? Je vais être franc avec toi, j'aime mieux manquer d'argent une semaine puis peut-être moins manger, on va dire, que, mais tout la je pense que tu as choisi, hein, ça se voit, hein. Ça se sait, hein, ça s'entend en tout cas. Ouais, ben, merci. Puis je pense que tu fais bien. Enfin, moi, j'ai la même vision. C'est l'un des premiers bouquins aussi que j'ai lu, 4 heures par semaine. Puis, tu sais, tout n'est pas quand tu l'appliques, c'est pas forcément tout n'est pas vrai dans ce qui est marqué là. Tout n'est pas toujours si facile que ça. Mais le côté de vraiment réussir par soi-même et comme tu dis, de réaliser son propre rêve plutôt que de réaliser celui de ton patron. Moi, ça m'a beaucoup marqué, puis je suis resté beaucoup là-dessus et depuis vraiment, je travaille d'arrache-pied pour ça, quoi, parce que déjà j'étais convaincu avant même de lire ce livre, mais je pense que ça a été un gros déclencheur en plus. Ben oui, et puis ici on peut finir en parlant de ce livre-là, vraiment, ce qui fait en sorte que Tim Ferriss se ramasse au point où il travaille 4 heures par semaine, c'est qu'une fois que sa business roule bien, ce qu'il dit vraiment, là, c'est de déléguer. Automatise le plus que tu peux, délègue, puis quoi d'autre qu'il disait? Automatise, délègue. Ouais, c'est vraiment ça dans le fond. Déléguer, automatiser. Ouais. Fait que t'sais, un entrepreneur un peu comme Olivier Lambert, lui probablement ben là ça dépend parce qu'il se crée beaucoup de projets aussi, là. Mais Olivier Lambert, si on repart du concept de son site web qu'il a rendu connu, vraiment, une fois qu'il a écrit toutes ses formations, qu'il a tout créé son site web, puis sa stratégie marketing avec son marketing d'automation avec ses pubs Facebook. Une fois que tout ça est en place, puis qu'il a créé ses cours, qu'il a enregistré les vidéos, puis les pubs roulent, puis qu'ils ont été optimisés, mais probablement qu'Olivier est rendu au point où il pourrait travailler 4 heures semaine, parce que tout a déjà été fait. Fait que finalement, pour arriver à ça, la 4 heures semaine, il faut mettre en place ce que moi j'appelle les revenus passifs. Les revenus passifs, mais même s'il y a le mot passif, il n'y a rien de passif là-dedans. Là. Je veux dire, si tu vends une formation en ligne, il faut quand même que tu la crées, la formation. Après ça, il faut que tu la rendes connue, il faut que tu la diffuses, il faut que tu l'optimises. Une fois après ça, là, après 1 an, 2 ans de travail d'arrache-pied, là, tu peux commencer à t'asseoir à faire du 4 heures semaine. Puis éventuellement, ben là, tu as assez d'argent pour déléguer le gros du travail. Puis ça finit là. Hein. Ouais. Bon, bah écoute, c'est comme tu dis, ça finit là pour la parenthèse. Tim Ferriss, on lui a fait une belle promo, je pense, là tout de suite. Là. Ouais, définitivement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même inspirant. Bon, on n'est pas les seuls, il y en a tout un tas qui ont été inspirés par lui et par d'autres. Quoi. Mais ce que j'aimerais bien qu'on revienne, parce que on parle de nomade digital, toutes ces choses-là.
J'aimerais savoir si toi aujourd'hui, parce que le concept de mon podcast c'est vraiment lié à la communication, ok? Communication avec tes partenaires, avec tes clients et tes prospects. Toi, aujourd'hui, tu vis au Mexique, tu travailles avec des gens qui vivent au Québec ou au Canada en règle générale. Est-ce que tu as des barrières qui t'arrivent en termes de communication, que ce soit avec cette équipe ou avec tes clients? Et puis j'aimerais savoir du coup dévier sur quels outils tu utilises pour ça. Ah oui, oui, bien entendu. Tu vois, d'une façon, qu'est-ce que le fun, c'est que d'être à distance, ça me permet d'une manière de filtrer mes prospects. Ça me permet vraiment de filtrer mes prospects parce que oui, c'est déjà arrivé que j'ai des barrières du genre ah, mais là, tu seras pas sur place pour faire la pitch de vente, tu pourras pas rencontrer le client en personne, non, 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 mais finalement, c'est ces prospects-là qui ont décidé de pas faire affaire avec moi parce que j'étais à distance, mais de toute façon, c'est plate, mais tant mieux. Fait que, d'une manière, je dirais que la grosse barrière, vraiment, c'est si je tombe à quelque part où que le Wi-Fi est vraiment nul. Ça m'est déjà arrivé, là, j'avais une rencontre vidéo à faire avec deux clients à Gatineau, puis la rencontre, elle a complètement foiré, là, je veux dire, j'ai eu de l'air complètement fou, puis j'ai été chanceux que le client m'aimait parce que, tu sais, il m'a quand même pris, mais je veux dire, la, je vais le dire en bon québécois, ça l'a tellement choqué, je veux dire. Comment tu peux avoir de l'air professionnel quand tu fais un appel, puis là, ça marche pas, puis là, le voisin en face décide de mettre sa grosse musique quétaine mexicaine. Là, t'as juste l'air d'un clown, t'es là avec tes écouteurs, puis parce que tu sais, puis moi, je peux pas traîner un veston puis une cravate. Fait que, tu sais, j'ai une belle chemise que je mets pour mes présentations vidéo, mais et je veux dire, à part ça, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Ben souvent, tu sais, si je fais un appel vidéo, j'appelle mes prospects / partenaires et clients avec un fond le plus neutre possible derrière moi. Mais vraiment, je te dirais que la grosse barrière, c'est le Wi-Fi. À date, j'ai réussi à vraiment bien m'organiser. C'est vraiment arrivé une fois que le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Mais part de ça, ça a bien été. Puis sinon, comme pour revenir à ce que tu me disais, je te dirais que moi, mes gros outils pour faire de la communication, c'est l'outil Hangout de Google. J'adore l'outil Hangout de Google parce que non seulement on peut chatter, on peut clavarder avec ça, mais aussi on peut faire des appels vidéo, mais aussi des appels téléphoniques. Mais pour ce qui est du téléphone, vois-tu, dans Gmail directement, l'interface de Gmail sur l'ordinateur, à côté de Hangout, il y a une option pour faire des téléphones. Google te demande environ de mettre... Moi, dans le temps, là, je pense en 2015, j'ai investi 10 là-dedans pour faire des appels internationaux. Okay. Là, aujourd'hui, il va me rester 4 là, ça va faire quasiment 3 ans de ça. C'est un investissement rentable, ça aussi? Ah oui, c'est un investissement vraiment rentable parce que là, à partir de là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux rentrer le numéro de téléphone de quelqu'un et l'appeler directement de Gmail. La personne à l'autre bout, elle, ce qu'elle va voir, c'est un numéro inconnu ou quelque chose. Parce que toi, tu n'as pas un numéro. C'est peut-être ça le petit défaut, c'est que moi, je suis pas rejoignable par téléphone. Il faut que tu m'envoies un courriel et de là, moi, je peux t'appeler par la suite. Est-ce que c'est une volonté pour toi? Pardon? Est-ce que c'est une volonté de ne pas avoir de numéro ou est-ce que c'est juste parce que t'as pas encore trouvé le moyen, je dirais? Ça fait partie, oui, non, c'est une volonté, je dirais, parce que s'il y a quelque chose que j'ai vraiment découvert en Amérique latine, c'est que les compagnies de téléphone au Canada, comment dire ça, ils profitent d'un monopole ridicule où en d'autres mots, ce que je veux dire, c'est qu'on paye vraiment cher pour des téléphones au Canada. Ah vraiment, mais vraiment cher. Oui, j'avais un ami. Je suis vraiment étonné de ce que tu me dis. Oh non, on paye vraiment cher. Dans le temps, j'avais un ami chilien qui vivait en Alberta, parce que j'ai vécu en Alberta plus jeune. Puis lui, il avait gardé son numéro chilien parce que ça revenait 2 fois moins cher que de s'acheter un numéro du Canada. Tu vois le genre un peu. Mais oui, c'est vraiment par volonté que non, je n'ai pas de numéro de téléphone. Éventuellement, quand je vais avoir un budget, puis surtout, je dirais, l'intérêt de faire ça, peut-être que oui, je vais me prendre un numéro de téléphone avec un forfait international. Mais tu sais, on verra, ça va être du cas par cas parce que à l'heure actuelle, ça fonctionne vraiment bien. Tu sais, quand ils disent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent, j'aime vraiment mon format à ce moment parce que pour communiquer avec moi, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu m'écrives ce que tu veux. Une fois qu'on a des traces écrites de ce qu'on fait, c'est beaucoup plus facile après ça de s'organiser parce qu'il y a eu un temps, je gérais des appels d'offres par téléphone, puis là, tu sais, je revenais à ça 3 jours plus tard, mais là, je me souvenais plus de ce que le client X avait dit, puis à un certain moment, c'était rendu pêle-mêle, c'était l'enfer. Je veux dire, non, vraiment, là,
moi, mes gros outils sont tout est Google. Pour mes rendez-vous, j'utilise Google Calendar. Pour les appels, il y a l'outil intégré dans Gmail. Pour les conférences vidéo, c'est Hangout. De très rares fois, je vais utiliser Skype, mais personnellement, j'aime pas particulièrement Skype, étant donné que je trouve que ça prend de la place pour rien sur un ordi, alors que je peux faire déjà le même travail avec Hangout, puis ça, il est déjà dans le web directement. J'ai remarqué que Skype quand même avait, là malheureusement on va pas faire de promo pour eux là, mais j'ai remarqué qu'en termes de qualité, je trouve que Hangouts a dépassé vraiment Skype malheureusement. Moi, j'ai fait des conférences par le biais de Skype et en règle générale, j'avais toujours des soucis, alors qu'avec Hangouts, aucun problème, vraiment. Ah oui, ça roule Hangout, là, je veux dire. Dans le fond, là, tu sais, pour revenir à ta question initiale, moi, c'est vraiment tous les outils de Google. Là. Je fais tous mes travaux là-dessus. Donc, par exemple, excuse-moi de te couper, quand tu fais des projets avec des collègues et avec des gens qui travaillent avec toi, tu utilises beaucoup le Drive, tout ce qui est Google Doc et compagnie, je suppose. C'est exactement ce que j'allais dire, Julien. Justement, pour beaucoup de mes mandats, j'ai à faire de la rédaction texte. Des fois, je fais de la traduction. Des fois, je fais ce qu'on appelle du proofedit, qui est de la correction en français. Puis tout se fait sur Google Drive. C'est parfait, là. T'as ton document Word qui est là. Tout est enregistré en ligne directement. Fait que si un jour je perds mon ordi ou je me le fais voler, tous mes travaux sont en ligne. J'ai juste à me racheter un nouvel ordi puis on continue, là. C'est vraiment ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'une fois que t'as ton document Google Drive qui est en ligne, et on peut chatter directement sur le document, on peut travailler ensemble puis le modifier. Je veux dire, honnêtement, Google te met tous les outils dans les mains pour faire la job d'un nomade numérique. Dans le fond, et chose qui plus est intéressante, gratuitement. Oui, tout est gratuit, tu sais. Mais tu sais, on s'entend qu'il n'y a rien de gratuit parce que ultimement, Google va te revend toi, il revend ton identité sur le web. Mais tu sais, c'est pas grave, là, on fait partie, ça fait partie du jeu, là. Je veux dire, est-ce qu'on veut payer ou l'avoir gratuit? Même là, de toute façon, tous les outils Google, j'ai fini par payer tôt ou tard. Comme par exemple, sur Google Drive, tu peux avoir accès à beaucoup plus d'espace de stockage en ligne. Il faut que tu payes pour ça. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, je vais faire une petite promo pour les Chromebooks. Si vous achetez un Chromebook, je crois que Google va vous donner quelque chose comme 100 gigs de plus sur votre compte. Fait avant d'acheter de l'espace à Google, achetez-vous un Chromebook. Vous allez avoir 100 gigs qui vient avec et un nouvel ordi parfait pour faire du travail en ligne. Ben, c'est pour ça que je parlais vraiment d'outils gratuits, parce que je pense que pour certains auditeurs ou certaines personnes qui nous écoutent, il y en a qui sont en démarrage, tu sais, puis qui se disent ouais, mais démarrer, créer sa boîte, ça prend du temps, bon, ça ok là, mais d'un autre côté, tu sais, ça demande aussi de l'argent, puis on peut se rendre compte qu'en fait, avec peu d'outils, puis avec vraiment des fois peu d'argent, on peut arriver à démarrer quelque chose. On va pas devenir une multinationale là comme ça en claquant des doigts, mais ça, il y a quand même des outils qui sont existants, gratuits, et qui vraiment facilitent la vie de digital nomade et aussi la vie en général des entrepreneurs. Ah oui, définitivement. Je veux dire, tout ce qui existe là, que tu peux avoir sur le web qui est payant, je te garantis que tu peux trouver une version gratuite. Clairement. Que ce soit du open source, que ce soit un produit Google, tout ce que tu peux trouver en ligne, tu vas le retrouver gratuit éventuellement. Puis si je peux parler à quelqu'un qui hésite encore à se lancer en affaires, là, comme, je veux dire, fais-le maintenant, mon vieux, lance-toi en affaires. Je veux dire, moi, pour lancer Gab SEO, tout ce qui m'a fallu, là, vraiment, c'est 200 $ d'investissement pour payer mon hébergement puis mon nom de domaine. Le restant du temps, c'était vraiment juste moi qui ai écrit mon texte, qui monte mon site web. Ça a juste pris ça. Après ça, c'est vraiment dès que tu as ce 200 $ là à investir pour te créer un site web, le reste, c'est juste du temps, dans le fond. C'est du temps, de l'énergie, des bonnes idées. Et puis, tu sais, faut pas se décourager vraiment, là. Ça a l'air de rien, mais moi, quand j'ai commencé en affaires, là, au mois d'octobre, là, je n'ai fait que 100 $ de mon premier mois. Là, je me disais, bon, j'espère que ça va pas être comme ça longtemps, man. Hey, 100 $, là, même au Mexique, avec 100 $, là, tu fais pas tu vis pas, là. Non. Pas ben, mais tu sais, je veux dire, faut juste pas se décourager, faut continuer, là, puis faut être prêt aussi peut-être à mettre un peu d'argent sur sa carte de crédit. Je veux dire, ça fait partie du jeu. T'investis aujourd'hui pour avoir un retour sur investissement demain. Puis c'est clair que tous les efforts que tu peux mettre vont payer. Là. Il y en a qui travaillent des années avant d'avoir une entreprise qui décolle. Par exemple, le fondateur de Airbnb, justement, lui, il a travaillé plusieurs années avant que des gens le prennent au sérieux. 2 ans avant que vraiment les gens, avant que ça commence à lui rapporter un minimum d'argent. Je crois que les premiers mois, il gagnait quelque chose comme $7 par mois. Ouais, $7 par mois. Ben,
Pour commencer comme ça, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si tu connais Mimi Icon puis Alex Icon. Ça, c'est deux entrepreneurs qu'on peut retrouver beaucoup sur YouTube. C'est deux YouTubers. Puis eux, dans le fond, dans le temps, ils sont partis une entreprise qui vendait des rallonges à cheveux. Ça a l'air ridicule, Ouais. hein, une entreprise qui fait des millions, là, mais au début, ils ont commencé, ils mettaient beaucoup d'argent sur leur visa, ils travaillaient à partir du sous-sol de leur mère, ils étaient endettés comme 10, mais ils se sont jamais découragés. Ils ont gardé le cap sur leur Ils ont objectif. toujours cru en eux. Ils ont toujours cru en eux, puis même des fois, les gens les traitaient de fous. T'es comme, voyons donc, vous êtes en train de vous endetter, là, arrêtez ça tout de suite, là, allez vous trouver un emploi à temps plein, stable, blablabla. Non, ils se sont jamais découragés. Puis aujourd'hui, ils sont à la tête d'une compagnie qui fait des millions. Je veux dire, c'est ça que c'est. En même temps, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit être un peu du genre à gambler, là, je peux dire, là, en bon québécois. Faut être prêt à prendre des risques, faut être prêt à parier, faut être prêt à jouer le jeu, là, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas perdre de l'argent, mais c'est sûr aussi qu'à un moment donné, tu vas en faire plein, puis tu vas être vraiment content de pas t'avoir découragé, dans le fond. Et tu donnes là pas mal de conseils pour devenir du coup entrepreneur en règle générale. Est-ce que tu as des conseils spécifiques au fait d'être nomade digital? Je dirais que honnêtement, c'est de croire en soi. Il faut vraiment vendre quelque chose dans lequel on est passionné. Ça, c'est vraiment la clé. Je veux dire, comme par exemple, je me serais jamais parti une shop qui vend du design. Pourquoi? Parce que le design, moi, faire du design sur Photoshop, c'est pas quelque chose qui me passionne vraiment, puis ça m'ennuie. J'aurais jamais parti de quoi en design d'une manière, là, par exemple. Faut vraiment, moi, si j'avais à donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui, c'est, en fait, j'en ai plusieurs, fait qu'on va commencer avec le premier. Lancez-vous dans quelque chose qui vous passionne et dans quelque chose dont vous êtes l'expert d'une façon. Je veux dire, moi, les agences web qui m'ont employé par le passé m'ont pris parce que j'étais vraiment bon à faire du SEO et parce que j'aimais ça surtout. Comme premier patron, vraiment, il m'a gardé vraiment longtemps dans sa shop pour la simple raison que j'étais super motivé, là. Je rentrais le matin avec un café, j'étais super bonne humeur, je riais, j'étais comme parfait, let's go, on roule. Puis, j'étais là pour faire la job, puis j'aimais vraiment ça, là, comme m'investir dans les projets avec les clients, tout ça. Ça a toujours été ça. Même à ma deuxième agence, c'était la même joke. On m'appelait le fou du roi. Le fou du roi, mais c'était vraiment le fou du ROI, dans le sens de retour sur investissement. C'était comme une joke qu'on avait là-dessus, là, tu sais. Moi, je rentrais, je buvais du café, puis j'avais toujours des idées. Même quand ça allait pas mal, je gardais le sourire, puis j'étais motivé à faire quelque chose. Il faut avoir cette passion-là qui va vous pousser, dans le fond, à faire quelque chose. Sinon, si j'avais un autre conseil à donner à quelqu'un, vraiment, c'est que, OK, parce que je vous dis ça, la première fois que je me suis lancé comme nomade numérique, je suis revenu complètement paumé à la maison. J'avais plus de clients, j'avais eu des mauvaises expériences où les clients n'avaient pas payé, j'avais eu beaucoup de mandats pour lesquels j'avais appliqué que je n'avais pas obtenu simplement. Et puis c'est là que je m'étais questionné, pour exécuter la job, pour exécuter le travail, ce qu'il y a à faire à un SEO, je pense que je suis très bon pour le faire. Mais là, c'est vraiment ce qu'il faut que je travaille, c'est vendre des mandats. Il faut que je sois capable de vendre des mandats, de faire des appels d'offres. Il faut que je sois capable de faire de la compétition. Il faut que je sois capable de me positionner comme entreprise. Il faut que je sois capable de faire parler de moi. Il faut vraiment ça l'idée. Il y a pas, c'est pas nécessairement la principale raison parce qu'à un certain point, j'aimais l'entrepreneur en tant que tel parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Mais je suis retourné travailler chez quelqu'un que je surnomme mon Yoda des affaires. Quand je suis retourné travailler à ma deuxième agence pour Yoda, dans le fond, parce que je pense pas nécessairement que je devrais le nommer aujourd'hui, là. Quand j'ai travaillé pour Yoda, j'ai été assis à côté de lui pendant 1 an et demi environ, parce que j'étais assis à moins d'1 mètre de lui. À tous les jours, on travaillait ensemble, il me sortait des projets, on cherchait des idées pour faire de la prévente, et on peaufinait les offres. On travaillait surtout, il y a eu beaucoup de fois, j'ai eu à traduire les offres en anglais. Puis à un certain temps, des fois, il m'amenait rencontrer des clients, j'écoutais ce qu'il disait, j'écoutais je vais dire comme ça, ses cassettes puis ses salades de vente. Ouais. J'écoutais comment il vendait sa sauce. Je veux dire, après 1 an de ça, éventuellement, mais j'ai appris de ça. Puis de là, je savais que j'étais prêt pour me relancer en affaires. Vraiment, aller travailler avec un entrepreneur établi, c'est la clé. Je veux dire, l'entrepreneur, même si c'est pas nécessairement ça son objectif, sans le savoir, il va vous enseigner, il va vous payer à l'heure pour apprendre à faire des affaires. Ça serait un bon conseil. Un bon conseil, c'est donc du coup comme tu dis, d'avoir un Yoda, d'avoir quelqu'un qui vous aide et qui vous donne qui vous donne des astuces, des techniques, des conseils qui vous permettent vraiment d'avancer dans votre projet. Même si vous êtes en tant que salarié, faut pas dénaturer le truc. Ça permet réellement d'avancer dans son propre projet si on a envie de devenir entrepreneur à l'avenir. Effectivement.
Bon, bah écoute, super intéressant en tout cas ce que tu nous dis. Si tu avais après des conseils, est-ce que tu aurais des choses que tu pourrais nous dire que tu déconseilles justement, des choses à ne pas faire quand on veut devenir nomade digital et voilà, comment est-ce qu'il y a t'as des expériences, des retours d'informations, du feedback que tu pourrais nous donner sur des choses qui ne sont pas forcément toujours bien passées chez toi, avec toi? Mais tu vois, moi, d'un certain point de vue, j'ai toujours été un peu paranoïaque à ce niveau-là. S'il y a vraiment un conseil vraiment très, très important que je peux donner, si demain matin, toi, auditeur X, tu décides de partir comme nomade numérique, tes premiers contrats, tes premiers mandats, là, c'est vraiment important, surtout avec un nouveau prospect que tu n'as jamais rencontré en personne. C'est vraiment important que tu ne commences pas une seule minute de travail avant qu'il t'ait payé. Moi, une des règles que j'ai, justement, c'est que pour tout mandat en bas de 1000 $, il faut faire le dépôt complet avant même que j'aie commencé à travailler, sinon je commence pas de mandat. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que ça fait en sorte que les prospects moins sérieux vont se désister, enfin, ils vont disparaître, ils te rappelleront simplement pas. Ou moi, eux autres, je les appelle les chatouilleurs d'une façon. Ils vont t'appeler, ils vont voir ce que tu peux faire pour eux. Après ça, ils vont essayer de voir, OK, vas-tu commencer à travailler gratuitement pour moi? Ben, tu sais, assurez-vous d'éviter de vous faire fourrer d'une façon, je veux dire, commencez pas à travailler pour quelqu'un tant son temps qu'il vous a pas payé. C'est vraiment ça le gros conseil. Parce que c'est facile d'engager un nomade numérique qui est quelque part à l'autre bout du monde. L'entrepreneur, s'il veut plus vous payer, ben, tu sais, si on va dire l'entrepreneur te doit 500 $, 1000 $, ben, il peut juste simplement te bloquer, arrêter de répondre à tes courriels. Après ça, ben, c'est fini, là, il vient d'avoir tes travaux gratuitement. Puis toi, après ça, ben, t'as aucun recours contre lui parce que même si tu veux le poursuivre aux petites créances, ça vaudra pas la peine avec tous les frais d'avocat d'engager justement un avocat à 5, 6 000, 10 000 $, pour aller récupérer 500 que l'autre entrepreneur te doit, tu sais. Ouais. Et puis ça, le temps aussi, le temps passé à tout ça. Le temps, voyons donc. Moi, en ce moment, je pense que le temps vaut plus que l'argent d'une façon, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, ultimement, le conseil, ne commencez pas tant sur le temps qu'on vous a pas payé, puis assurez-vous d'avoir une entente écrite signée de la part de votre client. Comme ça, au moins, vous avez une entente écrite officielle, entre guillemets, là, qui va travailler pour vous. Tu sais. Bon, c'est des bonnes infos, merci beaucoup. Dernière petite question sur être nomade digital. Est-ce que pour toi, il y a une ou des qualités qui sont personnelles et qui permettent justement d'être un bon nomade digital? OK, la première, je dirais, c'est d'être en feu. Faut vraiment être motivé. Faut vraiment être motivé parce que, je veux dire, comment dire ça, étant nomade, tu sais, moi, je travaille souvent, ben, en fait, je travaille toujours seul. Je suis toujours seul quand je travaille. Ça fait en sorte que des fois, tu n'as pas nécessairement le sentiment d'appartenance que tu pourrais avoir quand tu travailles directement dans une agence. Mais ça fait pas en sorte nécessairement que tu dois pas être motivé. Faut vraiment que tu restes motivé parce que les fois que tu vas appeler ton nouveau client ou ton prospect, mais le 5 minutes que tu passes avec au téléphone, faut qu'il voit que tu es motivé pour toi parce que cette personne-là, tu vas jamais rencontrer en personne. Tu sais, j'ai beaucoup de clients qui m'ont jamais rencontré, mais en personne, je veux dire, mais une fois que je les appelle au téléphone, ils savent que je suis là avec eux. Pourquoi? Parce que je suis motivé à les faire avancer. Mais tu sais, moi, je pense que mon cas en particulier est vraiment, c'est vraiment un cas spécial parce que je veux dire, mon succès, d'une façon, passe à travers le succès de mes clients. C'est ça qui est intéressant. Si je mets mon client qui vend de la clôture numéro 1 sur Google, puis que pendant avril puis mai, il vend tellement de mandats de clôture que comme il veut plus de SEO, ben là, je vais avoir réussi. Puis de là, ça va être un succès pour moi. Fait que la première qualité, c'est d'être autonome, d'être motivé. Je dirais aussi d'être, comment dire ça, d'être très débrouillard. Dans le fond, il faut être un peu un scout, hein. Je veux dire, le scout est toujours prêt, tu sais. C'est ça, hein? C'est ça un scout, je pense qu'il dit. Ouais, c'est ça. Un scout toujours prêt, ben, d'une façon, un nomade numérique, ça doit être un peu comme un scout. Il doit toujours être prêt. Fait que, tu sais, si on avait à comparer un bon nomade numérique à un outil, ben, ça serait un couteau suisse. Parce que, je veux dire, le nomade numérique a tellement de ressources, il faut être capable de faire de la recherche soi-même, il faut être capable d'approcher les gens. Ah ouais, ça, c'est une autre affaire aussi. Il faut vraiment être très, très débrouillard à ce moment-là, puis là, encore là, la motivation revient, mais tu sais, quand vient le temps de trouver des contrats à distance, il faut vraiment que tu sois capable de vendre ta sauce quand tu parles à ton prospect au téléphone. Il faut qu'il soit capable de te faire confiance à ce que tu lui dis, puis faut que tu l'embarques dans le projet, faut que tu le fasses rêver, je crois. Hein. Ouais, faut que tu le fasses rêver, mais tu sais, moi, je vends pas du rêve, là. Moi, non. J'ai bien compris. Mais c'est vrai qu'il faut quand même jouer l'imagination. C'est ça quand je parlais du rêver, là, c'est faire jouer l'imagination de son prospect pour que lui, il voit ce que tu peux faire et il voit que ça va lui apporter, quoi. Mm-hmm.
Ben oui, définitivement. Et si je peux finir là-dessus, je dirais qu'un bon nomade numérique est autodidacte. C'est vraiment très important d'être autodidacte et de toujours être en mode, je dirais, formation. Faut toujours en apprendre plus. Je veux dire, tu sais, quand tu es dans une grosse agence, c'est génial parce que là, les autres dans le bureau te sortent déjà des pistes de solutions, d'autres trucs à apprendre, à lire, à savoir, tu vois, je m'en vais. Là. Mais tu sais, étant tout seul, surtout à partir du Mexique, des fois, on se ramassait je veux dire comme ça, dans des trous perdus, là, parce qu'il y avait juste nous, là, on était les seuls gringos en ville. Mais c'est pas là nécessairement que tu vas trouver des ressources pour t'aider. Fait qu'il faut que tu sois capable d'être autodidacte puis d'apprendre seul. Là, faut que tu sois capable de grandir par toi-même d'une manière. Ah, puis il y a énormément de ressources et d'informations sur Internet, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si moi ça m'est arrivé plus d'une fois de faire des choses, de me planter, l'important c'est de savoir rebondir. C'est ça. Et puis à partir de ce moment-là, si on sait rebondir, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Si on sait ne pas reproduire la même erreur une deuxième fois, on aura déjà appris quelque chose, donc on évoluera. Exact, ouais. Et c'est là après les bonnes qualités, je pense, d'un entrepreneur puis du nomade digital te concernant. Ah oui, définitivement. Faut être prêt à se planter, je veux dire. C'est rare là je dirais rare. C'est même unique en son genre que quelqu'un se parte un projet puis que ça marche du premier coup. Là, je veux dire, tu vas te planter, tu vas te faire mal, mais tu sais, pour rentrer dans les phrases quétaines, là, je dirais que ce qui te tue pas va te rendre plus fort. Ben, tu sais, comme tu disais, il faut apprendre de ses expériences puis continuer à évoluer avec ça. Exact. Bon, bah, merci Gab, c'est super cool. On va finir par 3 questions flash que j'aime bien faire à la fin. J'aimerais que tu me donnes un moment décisif de ta vie d'entrepreneur à toi. Un moment décisif. OK. Thierry, c'est quand j'ai décidé de faire mon site web. La veille, j'avais eu de la misère à dormir. En fait, je paniquais parce que là, on s'entend tous qu'en affaires aujourd'hui, c'est ton site web, ton meilleur vendeur. C'est un employé qui coûte pas cher en fait, il coûte quasiment rien de l'heure, c'est comme employé, en parenthèse, il travaille 24/24, que ce soit Noël, le jour de l'an, il s'en fout, le site web est en ligne, il est là, il travaille pour toi. Fait que pour moi, ça a été vraiment un moment décisif quand je me suis dit, OK, je fais mon site web, il faut que je me positionne sur le web, au minimum dans ma ville. Natale, Gatineau, faut vraiment que je me positionne, faut que je fasse parler de moi. Vraiment, ça a été un moment vraiment décisif. Surtout, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu mets ton site web en place, c'est plus passif parce que quand j'ai lancé ma Gab SEO au début, ben, je me suis assis pendant 3 semaines environ parce que j'ai commencé à appeler partout au Québec, à écrire à plein d'entreprises. Je pense que j'étais allé cogner au total à environ 300 portes là, pour avoir une dizaine de retours positifs. Puis après tous ces efforts-là, je me suis dit, bon, maintenant j'ai des bons clients, ça marche, mais là, il me faut quelque chose de moins agressif parce que j'ai mis trop de temps à appeler des gens. Tu sais, quand tu passes, on va dire, 3 heures à négocier pour un nouveau mandat, mais que ce mandat-là t'appelles pas plus que $200, c'est comme pas très rentable d'une façon. Fait. De là, l'idée, là, un moment décisif, nécessairement, pour moi, ça a été de créer mon site web. Là. Vraiment, ça a été le moment. Et puis, ça devait être une fierté aussi de montrer qui tu es et puis de te mettre sur la toile, quoi. Bon, définitivement. Surtout que, tu sais, je fais du référencement web, moi, hein, puis moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est d'aller dépasser tous mes anciens patrons, puis mes compétiteurs à Gatineau, puis d'être numéro 1 sur mes mots-clés là, à Gatineau là, pour le référencement web. Ça a été vraiment le fun. Je veux dire, il y a même un de mes anciens employeurs qui m'a appelé là après 2 semaines là, parce qu'il m'avait vu sur Google, puis là, il était en panique, il était comme là, regarde, tu vas me faire la compétition, Lui, il trouvait pas ça drôle. Fait que, pour moi, ça, c'était un signe que je m'en allais déjà dans la bonne direction parce que là, pour que quelqu'un m'appelle comme ça en panique parce qu'il a peur de mon site web, et mon site web, on s'entend qu'il est pas vraiment, c'est pas le design de l'année, là. Non. Mais pour que mon ex-employeur m'appelle en panique, là, pour moi, c'était une très, très bonne nouvelle, là, tout ça, là. Ouais. Bon, c'est cool. Deuxième question, excuse, puis sur 3 que je vais te poser. Quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant qui finalise ses études et qui entre dans le monde professionnel, si tu en avais un conseil? Un conseil, vraiment, là, crée-toi un compte LinkedIn, puis fais-toi des bonnes relations. C'est vraiment ça. LinkedIn, là, putain, je sais pas que j'aurais fait sans LinkedIn. Honnêtement, là, c'est fou. Je pense que le 3/4 de mes contrats sortent de LinkedIn. Fait que tu sors de l'université, crée-toi un compte LinkedIn, puis prépare-toi à approcher des gens qui t'ont jamais rencontré. C'est vraiment ça l'objectif. Je dirais même que j'ai vu je vois pas mal d'étudiants moi qui me font des demandes d'ajout en contact là.
Et je dirais que même avant de sortir des études, on peut déjà commencer à se faire un nom. Oui, définitivement. C'est vraiment super. Et puis tu parlais de créer un site web. Je dirais créer un site web aujourd'hui, ça paraît quelque chose pour beaucoup qui peut être un peu inatteignable là, mais clairement créer un site web, c'est pas si compliqué que ça peut se faire. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont existants. Et comme tu dis, créer un site web, enfin d'abord créer un compte LinkedIn parce que c'est super, parce qu'il y a déjà une plateforme, parce que déjà tout est déjà préfait. Même en sortant ou même avant de sortir, c'est super. Et puis après, petit à petit, évoluer vers autre chose. Effectivement. Surtout que je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui ont peur du site web, mais ce qui est vraiment le plus long, vraiment, c'est d'écrire son contenu. Clairement. C'est pas le design, c'est pas tout ça là, parce que le design aujourd'hui, il y a plein d'applications qui peuvent vous permettre de faire le design sans que vous ayez besoin de coder quoi que ce soit. Donc, c'est ça, c'est super facile, c'est automatisé. Ouais, clairement. Ouais. Bon, cool. Dernière petite question qui va être beaucoup plus rapide, mais donne-moi une citation que tu utilises souvent. Une citation. Autre que celle des fables de La Fontaine, du coup. Ah ouais, une citation que j'utilise beaucoup. Tu vois, c'est pas nécessairement des citations que j'utilise, moi, c'est beaucoup ou une phrase. C'est pas. Ouais, mais c'est beaucoup ce que moi j'appelle des keywords de façon. Moi, des mots-clés que j'aime vraiment, puis ça vient tout de mon dernier patron, c'est des mots-clés comme à brûle pour point, notre premier cheval de bataille, tu vois, genre un peu là. C'est fait que ça dépend dans le fond. Je dirais qu'une. Sérieux, je pense, il me semble que j'avais pris des notes, mais à brûle pour point, je te dirais que si j'ai une citation à donner, c'est que pour devenir nomade numérique, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Exact. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup, Gabriel. J'ai pris énormément de plaisir avec toi. C'est ma deuxième interview et je suis super enthousiaste de voir la qualité, à quel point on peut donner de l'information, puis vraiment apprécier le moment. Je sais que tu m'as dit au tout début, avant qu'on commence, que tu étais très excité de pouvoir tourner ce podcast. Je l'étais aussi, puis j'ai passé un moment extraordinaire avec toi. Je te remercie vraiment d'avoir été, de m'avoir répondu quand je t'ai contacté pour les tacos. D'ailleurs, faudrait qu'on s'en mange quelques-uns de ces quatre quand tu reviendras à Montréal ou que je te rejoigne au Mexique. Voilà, je voulais te le dire. Merci beaucoup. C'est vraiment merci pour ta confiance. Puis le mot de la fin, je te le laisse. C'est réciproque. Honnêtement, merci Julien. Merci à vous qui nous écoutent. Je veux dire. Honnêtement, le web est tellement grand, c'est tellement fantastique. Prenez le temps de sortir de votre zone de confort, contactez des gens comme Julien, vous allez faire des belles rencontres. Puis à toi, Julien, merci encore personnellement. C'était un honneur de passer sur ton podcast aujourd'hui. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview dédiée au nomadisme digital en compagnie de Gab Vaugeois, ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast de Comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com/7. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé avec Gabriel aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.